les vaccins. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'avis tranchés sur Internet. T'as ceux qui se disent « Ouais, le Big Pharma, il contrôle tout, nos gouvernements, l'OMS, l'ensemble des médecins et tout. » Et puis t'as ceux qui minimisent à fond le poids que peuvent avoir les multinationales du médicament sur nos vies. Donc on va essayer de sortir de ces avis un petit peu binaires pour aller plus loin, et c'est juste après ce générique. Bonjour à tous et bienvenue. Je me demandais bien sur quel sujet j'allais lancer ma nouvelle chaîne. Ici, on va essayer d'analyser des questions sociales et d'aller un petit peu plus loin que le sens commun à travers les outils des sciences sociales. Et donc, la question des vaccins, on va l'aborder sur un plan économico-social et je ne vais pas du tout parler de l'aspect médical parce que ce n'est pas mon domaine. Alors j'ai mis le terme Big Pharma dans le titre pour attirer le regard, mais je ne vais pas utiliser ce terme pour le reste de la vidéo. Je choisis de me désolidariser de ce terme. Alors il a un avantage, c'est qu'il souligne le poids que peuvent avoir les entreprises pharmaceutiques, parce qu'effectivement, si on les met ensemble, elles pèsent plusieurs milliards, et certaines d'entre elles, seules, elles pèsent plus que certains États. Mais par contre, le défaut de cette expression, c'est que, en tout cas moi, dans ma mémoire personnelle, j'ai la référence de 1984 d'Orwell avec Big Brother. Et donc moi je fais le lien Big Brother, Big Pharma, et je vois beaucoup de personnes, alors je ne sais pas si c'est en lien aussi dans leur esprit, mais ils imaginent Big Pharma comme étant à la tête de quelque chose de triangulaire, comme c'est le cas de Big Brother dans 1984, et je voudrais sortir de cette image un peu simplifiée, donc je vais parler des intérêts des multinationales du médicament, même si c'est plus long, c'est plus précis. Si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y aura des vidéos à la suite, et puis de lâcher un like parce que ça va me permettre de référencer et de continuer. Et maintenant, on va se mettre d'accord sur 2-3 bases du capitalisme contemporain. La libre concurrence qui est couplée à la liberté d'entreprendre. Si vous avez une idée, que vous voulez créer votre business, personne ne peut vous empêcher de le faire du moment que vous avez l'argent disponible. Si vous habitez dans un village de 1500 habitants qui a déjà 2 coiffeurs, vous êtes coiffeur, vous pouvez être le 3e coiffeur. Si votre entreprise ne marche pas, vous aurez pris le risque et ce sera uniquement de votre fait. Si les deux autres, un des deux autres ou les deux autres ne fonctionnent plus parce que les clients viennent chez vous, eh bien ce sera parce qu'ils ne se sont pas assez rénovés ou ils n'ont pas su maintenir leur clientèle. Et donc, pareil, personne ne va les aider. Ce système capitaliste, il est fait sur une croyance collective qui est celle que la concurrence crée une émulation et que c'est la base du progrès. Et donc les entreprises sont obligées à chaque fois de se dépasser pour au moins rester en vie, voire même continuer à grandir. Une deuxième base importante du capitalisme, c'est les profits et même pour certains la maximisation des profits. Il faut faire de l'argent dans un univers qui est concurrent. Alors vous avez 2 notions, vous avez les profits à court terme et vous avez les profits à long terme. Les profits à long terme, c'est l'investissement que vous allez mettre dans la recherche pour continuer à grandir, continuer à être le premier si vous êtes le premier, ou essayer de devenir le premier si vous êtes le 2e. Et vous avez les profits à court terme, ceux qui profitent au capitalisme financier, surtout dans le cadre de la bourse et de ces fluctuations où là, il faut apporter des revenus rapidement. Et donc, il y a ces 2 notions dans les questions liées aux revenus des entreprises. Et maintenant, on va parler plus précisément de qu'est-ce que c'est le marché, ou plutôt, je dirais, les marchés. En général, lorsqu'on parle du marché, on pense au marché de la haute finance, celui qui est tout en haut et qui brasse des milliards. Parce que les milliards, nous, on n'a pas l'habitude. Quand on traite d'argent avec nos concitoyens, on parle en centaines, en milliers pour nos salaires peut-être, mais ça va rarement plus haut. Alors que dans cet univers-là, on compte en milliards et le milliard, c'est un chiffre extrêmement grand. Mais en dessous de ce marché,
qui est le marché, on va dire, le plus important en termes de somme, vous avez plein d'autres marchés qui sont aussi existants. Et entre ces marchés, il y a des points communs et il y a aussi des points divergents. Et vous avez juste en dessous des très très grosses entreprises, vous en avez d'autres qui sont cotées en bourse aussi, mais qui cherchent à se faire une place parmi les meilleurs. Et donc ils n'ont pas exactement les mêmes intérêts que ceux qui sont déjà tout en haut. Ensuite, vous avez encore plus bas les startups. Comme son nom l'indique, la startup, elle part de rien, elle part de pas grand-chose. Et elle espère que grâce à une invention, une idée, elle va monter rapidement. Ce jeune homme, il voudrait que les startups s'appellent des jeunes pousses parce qu'il est contre l'usage des anglicismes. On est une super langue avec un vocabulaire et un dictionnaire absolument magnifique. On fait des choses qui sont absolument fantastiques et on est obligé d'utiliser d'autres mots parce que simplement c'est pas à la mode. Moi je trouve que jeune pousse est plus sexy que startup. Tout le monde se dit startup aujourd'hui parce que c'est super cool, mais c'est surtout super bullshit. Et voilà, les startups, c'est un super bullshit et c'est better de parler en français. Ok. Donc elle n'a pas non plus le même intérêt que les deux qui sont déjà au-dessus. Et puis vous avez le marché local des PME, où là vous avez des échanges régulièrement dans votre vie courante. Vous avez encore plus bas des marchés informels basés sur la revente. On pense au marché aux puces, aux différentes brocantes, aux sites comme le Vinted ou Le Bon Coin. Tous ces marchés-là existent, mais ils ont un point commun. La question d'une certaine concurrence, même si bien sûr elle est plus grande en haut qu'en bas, mais elle existe partout, et de la liberté de faire et de ne pas faire. Ça reste partout pareil. Et le fait de se faire un revenu, ce que je disais avant, même s'il est minime dans les formes de marché les plus basses, si tu prétends ne pas faire de revenus, alors tu ne vends pas ton truc sur Vinted, tu le donnes. Tu peux très bien te donner tes fringues. À partir du moment où tu les vends, tu espères en faire un profit, même si c'est un profit minime. Le profit reste la base. Dans ces marchés-là, il faut aussi préciser le marché de tout ce qui est alternatif. Parce que c'est important dans le cadre de ces questions liées à la vaccination et de tout ce qui tourne autour. Parce que certes, il y a des intérêts des grandes entreprises de vendre des produits pour continuer leur business, mais il y a aussi des intérêts de la part de tous ceux qui vendent des produits alternatifs à la médecine, de continuer sur les mêmes bases de capitalisme que les autres, soit de survivre, soit de continuer à grandir. Alors il y a juste une limite à cet agrandissement, c'est que le produit alternatif ne peut pas devenir majoritaire, sinon il perd son statut d'alternatif. Mais la réalité reste la même. Les entreprises qui vendent les produits alternatifs font aussi du business. Et donc là-dedans, par exemple, les laboratoires Boiron qui font de l'homéopathie, certes les dernières années ils perdent de l'argent, ils n'ont pas le vent en poupe, mais ils ont quand même des millions, peut-être pas des milliards, mais ils ont quand même des millions de revenus par an. Donc c'est pas rien de le considérer. Et là tu serais en droit de me dire, ouais mais attends, t'exagères là, attends les autres ils brassent des milliards, là ça brasse des centaines, tu peux pas dire que c'est pareil. Oui effectivement, je dis pas que c'est pareil, je dis juste qu'il y a des bases communes, mais il y a des grosses différences, et les grosses différences c'est au niveau des conséquences sociales. C'est-à-dire que dans les petits marchés, quelqu'un qui fait une connerie, ça va toucher peu de monde. Et tu as en plus la liberté d'aller voir ailleurs, très très facilement. Ce que tu ne peux pas faire avec les multinationales. Parce que les multinationales, tu ne vas pas être en capacité aussi facilement de changer de produit si tu n'es pas satisfait. Et en plus, s'il y a une malfaçon dans une production, elle va toucher des millions de personnes, voire des milliards, ce qui crée des scandales sanitaires. Et donc surtout dans le domaine de la santé et de l'alimentation, on a mis en place des normes. On a mis en place des normes par rapport aux grands producteurs, aux grandes multinationales. Moi j'aimerais séparer la base du capitalisme que je viens de décrire avec ce que j'appelle la pulsion mercantile. C'est-à-dire qu'à un moment, un acteur ou un groupe d'acteurs peut choisir délibérément ou pour ses intérêts de mettre l'intérêt financier avant les autres intérêts. Et ça à tous les niveaux
du capitalisme. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver bien sûr dans les multinationales quand il y a les grands scandales sanitaires, mais c'est quelque chose que vous retrouvez aussi. Vous pouvez tous vous faire arnaquer sur le bon coin avec quelqu'un qui vous a vendu une bagnole et il vous a pas dit que dedans il y a un truc qui marche pas. Seulement, ça va toucher que vous. Ça va pas toucher des millions de personnes. Vous allez à la limite le pourrir sur son compte en disant que c'est un mauvais vendeur, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez éventuellement vous défendre via la justice, mais lorsque ce sont des millions de personnes qui sont touchées et des millions de conséquences, là, il faut être beaucoup plus vigilant parce que les conséquences sociales sont importantes et ça fait longtemps qu'on l'a compris. Maintenant, on va parler fric et voir qui sont ces multinationales du médicament. Et si toi, tu es aussi un spécialiste du capitalisme ou si tu as un avis, eh ben, n'hésite pas dans les commentaires, je suis ouvert à la discussion. Les multinationales du médicament, on s'en méfie et c'est pas nouveau. Le premier scandale qui a eu d'importance, c'était dans les années 40 avec la thalidomide, un médicament qui était prescrit aux femmes enceintes contre les nausées et qui a créé des malformations congénitales. Donc après, il y a eu des normes par rapport au milieu du médicament qui sont faites de plus en plus importantes. Ça n'a pas empêché que parfois il y a des choses qui passent entre les mailles du filet et on a eu des scandales sanitaires avec le Vioxx, avec le Mediator. Et celui qui a le plus marqué la mémoire collective est le sociologue Maurice Halbwachs. Il a vachement travaillé cette question de en quel point la mémoire collective peut nous affecter et changer notre représentation du monde. Et bien, la grosse affaire, c'était l'affaire du sang contaminé. Dans les années 90, on a montré dans cette affaire-là que des personnes qui étaient en charge de notre santé ont sciemment préféré des intérêts commerciaux au bien-être et à la santé des citoyens. Alors finalement, responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. D'accord. Bravo. Ces grandes entreprises du médicament, qui sont-elles? Je vais m'appuyer sur un article du Monde qui parle des Big Pharma et ils nous mettent un petit schéma que je vous mets maintenant à l'écran. C'est les décodeurs du monde et nous, on va décoder les décodeurs. Parce que ce schéma, si on le regarde, il peut être assez trompeur. L'article dit bien qu'il y a une cinquantaine de multinationales et qu'il y en a 20 qui dépassent les 10 milliards par an. Alors sur quels critères décrète-t-on que ces 5-là font partie du supposé Big Pharma, mais que par exemple Sanofi, qui pèse 36 milliards d'euros par an, qui doit être peut-être la 6e ou 7e, n'en fait pas partie? Quels ont été ces critères de sélection pour dire qu'il n'y en a que 5 qui sont grosses et que les autres ne sont pas grosses? Je trouve que cet angle d'attaque n'est pas très précis. Par contre, ce que ce schéma montre, qui reste pertinent, c'est que c'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence, puisqu'on a énormément d'entreprises qui sont les unes sur les autres sur le même marché. Et ça, c'est pas quelque chose qui est courant, parce qu'on a des secteurs entiers de l'économie où il y a juste 2 ou 3 entreprises. Si vous allez dans l'aviation, vous volez dans un Boeing ou dans un Airbus, dans plus de 90% des cas. Là, non. Les entreprises sont sommées de s'améliorer, d'être toujours dans une culture de la performance parce qu'il y a une forte concurrence et que si à un moment elles ralentissent le rythme, elles se font dépasser, elles se font bouffer. Les vaccins, ça fait peur. Mais jusqu'à la pandémie, c'était seulement 5 labos qui se partageaient 80% du marché des vaccins. En 2019, ça représentait 27 milliards d'euros, mais sur tout le secteur de la santé, ça représente que 3% des bénéfices. Donc si tu veux vraiment te faire de l'argent, c'est pas dans les vaccins que tu le fais, il faut plutôt te vendre plein d'antidépresseurs que tu vas prendre toutes les semaines. Ça, c'était avant la pandémie, bien sûr, maintenant qu'il y a une maladie mondiale, une vaccination partout, la donne, elle change. On va parler des 4 vaccins les plus administrés. On laisse de côté le vaccin chinois et le Sputnik parce qu'on n'a pas assez de données. Donc sur ces 4 vaccins, ce sont 5 labos qui s'en occupent. Et là, vous voyez tout de suite que tous ont connu un bénéfice entre le premier trimestre de l'année
précédente et le premier trimestre de cette année. On voit que Johnson & Johnson, qui a vendu un vaccin à virus atténué comme AstraZeneca, a une augmentation de 6-7%, augmentation mais qui est modérée. C'est le type d'augmentation qui pourrait très bien avoir sur une autre année. Et en fait, Johnson & Johnson, ils ont une stratégie qui est de redorer leur image. Et c'est pour ça qu'ils ont proposé assez rapidement un vaccin disponible. Aux États-Unis, cette entreprise est poursuivie pour avoir poussé des personnes à la consommation de produits à base de morphine avec lesquels ils ont fait des overdoses. Son image a pâti ces dernières années et donc d'être présent dans cette pandémie mondiale, au moment où tout le monde veut un vaccin, c'est pour eux une manière surtout de redorer leur image. Donc le bénéfice à court terme pour eux, il n'est pas énorme. Il y en a, mais il n'est pas énorme. Mais c'est surtout par rapport à leur bénéfice à long terme que eux, ils se sont positionnés très rapidement sur le vaccin. AstraZeneca, qui sont sur le même type de vaccin, eux, ils ont une stratégie qui est de s'installer parmi les gros alors qu'ils n'en font pas encore partie. Il y a plusieurs articles qui sont sortis dans les journaux et qui montrent que les revenus d'AstraZeneca ont été très importants pendant l'année dernière, mais c'est surtout par rapport à leurs autres traitements autour, et notamment les traitements anticancéreux pour AstraZeneca, qui est vraiment une entreprise qui, d'année en année, a de plus en plus de revenus. Je vais vous sortir plusieurs infographies qui sortent de Yahoo Finance. Et là, on voit que AstraZeneca, ils sont dans les 20 milliards de chiffres d'affaires par an avec une légère hausse constante. Donc on est face à une entreprise qui essaye de se trouver une place, de faire partie des grands et donc qui voulait aussi, elle, proposer un vaccin rapidement pour continuer à grandir dans cet espace. Eux, ils ont gagné, mais ils ont gagné sur le long terme, ces deux entreprises-là. Lors du début de la pandémie, ils ont annoncé vendre leur vaccin à prix coûtant. Et là, tu as envie de te dire « Waouh, ils sont trop cool !» Mais en fait, bon, ça c'est une communication, tu sais pas le coût de fabrication, ils ne t'ont pas communiqué. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que bien sûr, ils ont été vendus moins cher que les vaccins ARN messagers. Donc, on peut supposer qu'ils ont quand même fait moins d'argent là-dessus. Et donc là, vraiment, ce qu'il faut comprendre avec ces deux entreprises-là, Johnson & Johnson et AstraZeneca, c'est que d'être présents dès le début de la vaccination, c'était un moyen pour eux d'être dans la course et de soit redorer leur image, soit être présents et de plus en plus présents dans cet univers concurrentiel et pouvoir faire, dans quelques années, partie des plus grosses entreprises pharmaceutiques, en tout cas pour AstraZeneca. This year, get her the one thing she's been waiting for. The COVID-19 vaccine from Pfizer. Don't just be her somebody, be her antibody. Because the quickest way to the heart is a syringe. Inoculate yourselves with love. The COVID-19 vaccine from Pfizer. Not available anywhere. Maintenant, si on compare avec le tableau d'avant d'AstraZeneca à celui de Pfizer, on voit tout de suite qu'on a affaire à une entreprise qui compte beaucoup plus, puisque là, on est dans les 50 milliards annuels de revenus. Et eux, leur bénéfice, il est énorme, parce qu'ils sont vraiment en position de force. C'est déjà une grosse entreprise, et en plus, ils ont un système de vaccination efficace et novateur qui représente aussi l'avenir. Donc ça représente pour eux le profit à court terme plus le profit à long terme. Mais pour le sortir, Pfizer a dû s'associer à une petite start-up allemande, BioNTech, avec qui ils ont travaillé. Ils ont vu des gars qui bossaient bien et ils ont conclu un contrat dès 2018 avec eux en disant « Vous touchez l'argent des États pour la recherche, le jour où vous trouvez un truc, on se met ensemble, on partage le brevet, et nous, on produit, parce qu'on a les usines, on a tout pour le produire rapidement. Et vous, de votre côté, eh ben, vous avez les scientifiques, vous avez aussi vos bénéfices qui vont arriver. »
Et en fait, cette stratégie-là qui est gagnante aujourd'hui pour Pfizer. Et donc pour les deux entreprises qui sont des startups, au départ, Moderna et BioNTech, on voit à quel point le vaccin a été pour eux une opportunité pour grandir et pour être présents dans la course et commencer à faire partie des grands, alors qu'avant, ils étaient quasiment insignifiants. Et là, tu seras en droit de me dire, ouais, mais bon, là, tu es en train de les dédouaner, quoi. C'est des petites startups tranquilles, ouais, bah, du coup, c'est pas des vrais capitalistes, quoi. Eh ben non, c'est pas parce que ce sont des petites startups, comme je te disais au début, qu'ils peuvent pas être pris de pulsions mercantiles. Et là, récemment, il y a l'ONG SOMO qui a mis en exergue les pratiques de Moderna qui touchent 3 fois de l'argent sur le dos des citoyens. La première fois, on parlera dans une autre vidéo des brevets, une première fois parce qu'ils touchent de l'argent public pour la recherche, avant de sortir le médicament, une deuxième fois parce qu'ils fixent les prix, donc ils peuvent mettre le bénéfice maximum sur leur vente, et une troisième fois parce qu'ils planquent leur argent dans un État aux États-Unis qui s'appelle le Delaware et qui est un paradis fiscal. Donc on voit que la pratique mercantile de ces entreprises-là, elle peut interroger par rapport au business. Et c'est une critique, mais ce n'est pas une critique sur la qualité des produits, c'est une critique sur l'argent de la sécurité sociale, l'argent du commun, qui sert là aujourd'hui des intérêts privés. Maintenant, on va aborder la question de la 3e dose, parce que cette 3e dose, ça nous pose des questions quand même, parce que pour les labos, une 3e dose, c'est bingo. C'est dans l'air. Actuellement, une 3e dose est déjà proposée aux personnes immunodéprimées et aux personnes de plus de 65 ans. Alors il y a des études qui vont dans le sens de cette 3e dose pour eux. Mais on voit qu'aux États-Unis, en Israël notamment, la 3e dose est généralisée à tous les publics adultes. Ça pose une question, parce que le rapport que tu as envie de te faire, c'est de te dire gros fric d'un côté, 3e dose, tu les mets ensemble et tu te dis, ben voilà, c'est simple. Ils veulent faire plus d'argent, donc ils font une 3e dose. Alors je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y a pas de lien du tout entre les lobbies financiers et ce genre de décision. Je vais juste te permettre de prendre un petit peu de recul. Et pour ça, on va utiliser un ouvrage de Ulrich Beck, sociologue allemand, qui a écrit, juste après Tchernobyl, dans la fin des années 80, son ouvrage « La société du risque ». Il a mis 15 ans à être traduit en français, mais c'est un livre qui a entraîné tout un tas de réflexions sur la société dans laquelle on vit et le rapport au risque. Ulrich Beck, il se pose la question d'un rapport, quel rapport on a à la politique dans une société où le risque de dérapage, il est généralisé. Comment tu vas gérer la peur? La peur qu'il arrive un truc qui va nuire à tout le monde et que tu seras responsable. Et pour ça, les sociétés modernes, elles vont essayer de maîtriser au maximum les risques. Ulrich Beck, il explique que dans la société moderne, les gouvernements vont s'appuyer sur des groupes d'experts scientifiques pour affermir leurs décisions, pour éviter au maximum d'être dans un risque de catastrophe. Et que ces groupes d'experts-là ont plus de pouvoir dans les sociétés que les députés. Voilà, ce qui n'est pas sans soulever des questions. Et on l'a très bien vu dans le contexte de la crise, il y a eu ces groupes d'experts qui se réunissaient avec Macron toutes les semaines, le fameux Conseil de défense. Et on suppose qu'il y a eu aussi des appels téléphoniques réguliers entre nos dirigeants et un certain nombre de personnes autour d'eux qui sont censées les orienter dans leurs décisions. Quand on comprend la question de ces groupes d'experts et qu'on voit à quel point les experts scientifiques pour la population, ils n'ont pas su nous prévenir du risque, on comprend pourquoi ils pourraient aujourd'hui être plutôt favorables à une 3e dose, même s'il n'y a pas d'études qui montrent l'efficacité. Les experts, ils se sont révélés faillibles dans le début de la pandémie, ils n'ont pas su prévenir les risques, ils ont minimisé la pandémie, ils ont certains communiqué
en disant que c'était une grippette. On pense au médecin Michel Simès, qui est très médiatique et qui avait dit tout au début de l'épidémie, il a reconnu après s'être trompé. Mais on voit un certain nombre de personnes, en tout cas, que leurs paroles aient été décrédibilisées. Et quand on comprend ça, on voit pourquoi ces groupes d'experts vont plutôt dans le sens d'une 3e dose généralisée à la population, même si l'étude scientifique qui le valide n'est pas encore là. Parce qu'ils se disent, les vaccins ne montrent pas aujourd'hui d'effets secondaires gravissimes pour les personnes qui les ont. Donc, une 3e dose, elle n'aura pas d'effet néfaste. Par contre, on a des incertitudes sur l'avenir, sur le fait qu'à un moment, un nouveau variant puisse arriver et rendre les personnes récemment vaccinées caduques par rapport à ce nouveau variant, et donc se dire il vaut mieux peut-être une 3e dose, comme si on mettait une 2e ceinture de sécurité dans notre bagnole, plutôt que d'en mettre une, même si elle ne sert pas, au cas où. Voilà, et donc on a ces experts-là qui pourraient pencher dans ce sens-là, mais on a d'autres experts aussi, autour des gouvernements, dans ces groupes de sous-politiques. On a les experts économiques. La production économique avec les confinements, elle a été en baisse. Pour eux, c'est une perte d'argent. Même si au niveau de la finance et de la bourse, il y a eu de l'argent qui a été gagné par certaines entreprises plus que d'autres, mais au niveau de la production, il y a une baisse. Les entreprises, c'est pas bon pour eux non plus. Donc eux, ils poussent aussi pour dire au gouvernement, il y a les 3e doses, elles sont là, ça va coûter à la sécurité sociale de faire une 3e dose à toutes ces personnes, au budget de l'État, mais vaut mieux ça qu'un autre confinement. Et puis les labos, comme vous avez compris, ils ne diront pas non à une 3e dose. Mais ce que je vous ai expliqué là, c'est qu'on ne peut pas juste dire de manière simple que c'est seulement les lobbies pharmaceutiques qui poussent par rapport à cette 3e dose. C'est un ensemble de groupes d'experts qui sont autour des gouvernements et qui poussent aujourd'hui dans ce sens-là pour nous prévenir face au risque du redémarrage de l'épidémie. Ce que je voudrais dire, pour sortir par le haut de cette histoire, c'est que les grands groupes pharmaceutiques, ils brassent effectivement des milliards. Il faut qu'il y ait un contrôle citoyen sur leurs agissements, un contrôle des gouvernements. Il faut que ce soit renforcé parce qu'effectivement, si à un moment ils font une couille, c'est des milliers de personnes qui sont touchées. Et ça, c'est vraiment un enjeu de démocratie moderne et dans lequel il ne faut pas lâcher. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on ne peut pas juste dire de manière simple, les entreprises de Big Pharma gagnent de l'argent, ils sont tous méchants et ils veulent tous notre mal. Eux, ils cherchent à gagner de l'argent dans un système capitaliste et ils le cherchent avec des stratégies différentes. On a vu qu'il y en a 2 qui sont aujourd'hui hors course, mais qui ont gagné sur un tableau qui est plutôt à long terme. Et les autres, qui sont sur du court terme, ils sont encore dans la course, mais ils n'ont aujourd'hui aucun intérêt à empoisonner, à mettre quelque chose qui nuirait à la population dans leur vaccin, ni même à négliger la sécurité, parce que c'est leur revenu de demain qu'ils perdraient, et leur crédibilité future sur tout le reste de leur développement. Donc ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Ils n'ont aussi aucun intérêt à introduire dans les vaccins une forme d'obsolescence programmée, parce que je vois pas mal ça, des personnes qui disent « il vaut mieux être contaminé naturellement par le virus pour avoir l'immunité », plutôt que de se faire vacciner parce que les labos, on ne sait pas, peut-être qu'ils ont fait le truc pas assez puissant pour arriver tout le temps à t'en vendre un tous les ans, un rappel tous les ans. Et ça ne tient pas debout parce qu'il y a énormément d'entreprises qui sont aujourd'hui en concurrence. Sanofi a annoncé récemment qu'ils étaient très très proches de trouver eux aussi un vaccin. Il y a d'autres entreprises pharmaceutiques qui travaillent plutôt sur des médicaments, des traitements médicamenteux par rapport au Covid. Donc, s'ils se révèlent inefficaces à un moment, ils seront dépassés, bouffés par les autres qui prendront leur place. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'intérêt aujourd'hui à truquer ou à rendre inefficace ou peu efficace leur traitement. Je vous invite vraiment à séparer la critique que vous pouvez faire des stratégies commerciales de ces entreprises et le regard que vous pouvez avoir sur leur production scientifique.
Moderna a quand même communiqué il n'y a pas si longtemps qu'ils étaient très très proches de trouver un vaccin par l'ARN messager par rapport au VIH. Ce serait une avancée de l'humanité. Vous vous rendez compte, une maladie qui pourrit la vie de milliers de personnes depuis 30 ans, où il y aurait un traitement disponible. Vous imaginez l'enjeu, l'impact que ça pourrait avoir pour eux, de dire Moderna, celui qui nous a débarrassé de sida. En plus, ça rime. T'imagines un peu l'impact que ça pourrait avoir. Donc Moderna, ils font des très très bons produits, ils ont des très très bons ingénieurs et c'est efficace, mais par contre, leur stratégie commerciale, elle est dégueulasse et il faut que nos gouvernements mettent ce genre d'entreprise au pilori. Il faut traiter la question des paradis fiscaux, il faut mettre la pression pour qu'ils ne survendent pas leur traitement aux États parce que c'est le budget de la sécurité sociale, c'est notre argent à tous. Donc il faut penser à tout ça lorsqu'on pense à l'intérêt des grands laboratoire pharmaceutique. Donc si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi parce qu'il y aura bientôt une suite où on va plus parler de la question des brevets. Mets un petit like, un pouce bleu. Dans les commentaires, vas-y, échange parce que j'ai peut-être pas tout dit et t'es peut-être pas d'accord. Moi je suis ok, je suis ok d'en discuter à partir du moment où c'est poli et respectueux. Et dis-toi que si on est tous pris dans le filet social, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.